Yep. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые участники конференции. Bonjour à toutes et à tous. Наша сегодняшняя встреча изначально планировалась на французском языке. И надеюсь, что все будут понимать друг друга. В случае, если это будет необходимо, мы, конечно, не дадим вам потеряться за языковым барьером и будем помогать по ходу работы конференции. Donc, moi, je me permets une petite note technique. Maintenant, je passe donc à mon discours d'ouverture. Bonjour, chers amis, chers participants à la conférence, chers étudiants. Merci sincèrement d'avoir trouvé le temps pour suivre notre réunion qui, à mes yeux, est tout à fait unique dans son genre. Chaque année, la Russie accueille des dizaines de milliers d'étudiants étrangers provenant du monde entier, y compris de la belle France. Le programme des bourses géré par la Maison russe des sciences et de la culture à Paris reste très sollicité dans le monde. Le programme permet aux étudiants de tous les continents de venir en Russie, non seulement pour obtenir un diplôme, mais aussi pour immerger dans une atmosphère internationale et multiculturelle où chacun respecte les traditions d'autrui. La maison russe à Paris est fière de vous annoncer que nous distribuons entre 50 et 70 bourses par an aux étudiants français qui partent à l'encontre une des plus belles aventures que sont les études à l'étranger. Les grandes universités à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi à Kazan, Новосибирск, Tomsk, Тюмень, Белгород, Нижний Новгород, Барнаул, Омск, Иркутsk, Якутsk et beaucoup d'autres accueillent régulièrement les Français pour leur devenir maison où ils restent pendant plusieurs mois et années. Année en cours ne fait pas d'exception. Des dizaines de milliers d'étudiants étrangers du monde entier continuent à venir étudier en Russie. Le pays reste ouvert vis-à-vis des étudiants étrangers et prêt à partager ses valeurs et sa culture. En vue de votre futur voyage, je m'adresse à ceux qui préparent leur voyage en Russie pour avoir de l'étude. Nous vous invitons à commencer déjà vos préparatifs à ce séjour qui, sans aucun doute, constituera une expérience inédite et, je crois, tout à fait particulière. Dans le contexte informatique actuel, il est parfois extrêmement difficile de comprendre où s'arrêtent les fausses nouvelles et où commence la vérité. C'est exactement pour cette raison que nous avons voulu organiser cette rencontre afin de vous aider mieux vous orienter et en même temps en essayant d'élargir un dialogue entre les étudiants et les universités. Je veux dire un dialogue direct. Nous voulons permettre aux nouveaux venus de profiter de l'expérience acquise par les anciens. Pour ne pas être très long, dès le début de notre conférence, je vous souhaite que cette réunion vous apporte les réponses à vos questions et soit le lieu de partage et de la confiance. Avant de conclure, je voudrais exprimer mes remerciements les plus sincères à tous les participants, à l'ambassade et aux représentants du consulat Kirill Makarov et surtout à Marina Ignatieva qui était à l'origine de l'idée de cette conférence, qui a effectué tous les préparatifs. Et donc, c'est à elle que j'ai le plaisir de passer la parole, ainsi que les droits de modérateur. Donc, je vous souhaite très bonne conférence. Merci beaucoup, M. Volkov. Et bonjour, chers étudiants. Je suis très ravie de vous voir, tous ceux qui sont venus. Donc, je sais que vous avez beaucoup de questions sur des questions pratiques. Et donc, pour cela, nous avons organisé cette conférence pour répondre à vos questions. Donc, le but est de créer le dialogue entre ceux qui sont déjà en Russie et ceux qui s'apprêtent à partir. Et aussi de vous apporter le plus d'informations pratiques sur les études, sur le visa, sur les financements, logements et démarches administratives. Donc, pour cela, je voudrais vous présenter les intervenants. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais c'est exactement parce que nous voudrions essayer d'englober toutes les questions que vous pouviez avoir. Et donc, je commence par les étudiants. Les étudiants français qui sont partis soit l'année dernière, soit même avant cela. Donc, ce sont Madame Margot Fayette,
Rodolphe Potier. Bonjour. Et M. Hugo Kavit, qui nous rejoignent de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ensuite, je suis ravie de vous présenter M. Makarov, qui est l'adjoint au consul russe à Paris et qui a gentiment consenti de répondre à vos questions concernant le visa. Voilà. Et donc, merci d'être venu, M. Makarov. Et enfin, et c'est très, très important, je vous présente les représentants des universités russes. Donc, nous avons invité les universités qui sont les plus populaires parmi ceux qui choisissent la Russie pour continuer leurs études. Et donc, je suis très contente de saluer M. Roman Sivitsky de la HSE, Moscou. Bonjour. Madame Yana Risiva et Nathalie Orlova de l'Université de Saint-Pétersbourg. Bonjour. Donc, Monsieur Konstantin Kovalov de l'Université linguistique de Moscou. Madame Olga Baklanova de l'Université fédérale de Kazan. Bonjour. Mesdames Yevgenia Vertinskaya et peut-être aussi Margarita Korolkova, oui, c'est ça, de l'Université pédagogique Herzen, Saint-Pétersbourg. Et finalement, mais c'est très important, Madame Galina Kuptsova de l'Institut Pouchkine, Moscou. Voilà. Et donc, pour commencer, je passe la parole à Rodolphe Potier, à qui je demanderai, comme à tous les autres étudiants, je demanderai de parler brièvement de votre propre expérience, ainsi que concerne les 4 points les plus importants. Donc, comment venir en Russie maintenant, pour revenir en vacances en France, si vous l'avez fait. Comment recevoir l'argent de France, si vous l'avez fait. Comment ouvrir un compte bancaire en Russie, si vous l'avez fait, mais je crois que vous l'avez fait. Et finalement, comment est maintenant l'attitude des Russes, des professeurs, des étudiants, envers les étrangers, y compris avant tout les Français en ce moment? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vous vous sentez de façon isolée ou quoi que ce soit? Voilà, donc, Monsieur Potier, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Rodolphe Cotier, je suis arrivé en Russie il y a environ 2 ans et demi. J'étais alors en master à l'Université de Toulouse et j'étais l'un des premiers étudiants à partir en échange avec Herzen. Et donc, j'ai fait le premier semestre à Toulouse et le deuxième semestre du Master 1 à Herzen. Et c'est à cette occasion, quand j'étais à Herzen, que j'ai posé ma candidature pour poursuivre pour faire un master ici au RUDN à Moscou. Donc, je suis arrivé juste un peu avant le Covid. Pour la suite, je vous propose de partir sur une présentation que j'ai faite pour l'Université de Toulouse, où je balaye un petit peu tous les sujets. Donc, j'ai présenté pour Toulouse les stages d'été avec le CRSC, les postes d'études. J'ai également présenté les échanges, mais cette partie, je l'ai supprimée. Donc, les stages d'été sont proposés par le CRSC. Il y a le lien sur le site du CRSC. Les stages peuvent être gratuits ou payants. Il y a des universités qui les proposent à titre individuel. Je me souviens qu'il y a OMS qui propose des stages d'hiver payants. Donc, ça, on va passer rapidement. Les courses du gouvernement russe pour les étrangers, donc c'est ce dont nous bénéficions. Donc, le gouvernement russe nous invite à faire une formation complète. Donc, on a de la chance. C'est un État étranger qui offre aux étudiants d'un autre État la possibilité de former ses citoyens. Quand on arrive à l'université, on nous demande une copie apostillée de nos diplômes ainsi que l'original. Avant de partir, il faut bien penser à les avoir, sinon on risque d'avoir des petits soucis pour les inscriptions. Les copies apostillées des diplômes se font uniquement dans les départements de dépense du diplôme. C'est-à-dire que si vous avez eu votre diplôme à Bordeaux et que maintenant vous êtes à Paris, vous êtes obligé d'aller à Bordeaux, à la cour d'appel du tribunal judiciaire pour faire l'apostille. Je suppose que vous connaissez déjà toute la procédure.
Il faut également le passeport et sa traduction certifiée et les traductions des diplômes s'il y en a d'autres. Avant de partir pour le visa, je pense que vous connaissez tous la procédure, donc le passeport avec une copie couleur, l'attestation d'assurance. Alors avant, on pouvait utiliser les attestations d'assurance des cartes bancaires, Mastercard et Visa, sachant qu'ils sont retirés du Russie pour la partie bancaire. Je ne sais pas du tout ce qu'il y en est des assurances. Donc, il faut une invitation de l'université, il faut donner l'identité, la petite enquête à remplir, certificats médicaux avec une chirurgie de moins de 3 mois. Donc, ça, normalement, vous connaissez. Donc, ça, j'ai balayé rapidement pour Toulouse. Pensez à venir en Russie avec des photos d'identité. On les demandera pour les cartes étudiantes, pour les cartes d'accès aux résidences universitaires. On le demandera un petit peu pour tout. Et il faudra aussi des copies de l'attestation d'assurance. Quand vous faites la demande pour le de visa, vous demande l'original, faites des copies pour les prolongations de visa. C'est bon d'y penser, sinon après, il faut redemander un original et ça prend du temps. Permis de conduire international, si vous pensez utiliser une voiture de location ou autre en Russie, le permis de conduire international est gratuit. Et actuellement, on demande toujours un test PCR de moins de 3 jours. Aux dernières nouvelles, c'était encore ça en mai. Petites infos à avoir avant de venir en Russie, les applications bonnes à avoir sur son téléphone, Yandexco ou Yandex Taxi, c'est pour commander des taxis, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher que les taxis qu'on peut trouver. Notamment si vous arrivez à l'aéroport, vous avez toujours les taxis qui vous proposent de vous emmener. Là, vous faites Yandex Taxi, vous avez nettement beaucoup moins cher qu'en France. Yandex Maps pour retrouver, Telegram et WhatsApp sont contactés également sont utilisés au sein des universités entre les étudiants, entre groupes d'étudiants pour s'échanger les informations, les rendez-vous, les documents. Donc, pensez les avoir. Et Here We Go, c'est une sorte de carto, un peu comme Yandex Maps, Google Maps, sauf que c'est gratuit et ça fonctionne hors connexion. Donc, si vous n'avez pas de connexion de données, vous pouvez l'utiliser offline. Il y a quelques petites choses à avoir aussi à emmener avec soi, comme fil aiguille, c'est toujours bon. J'ai mis quelques mois à essayer d'en trouver. Les cartouches d'encre, comment vous écrivez avec un stylo plume en Russie, ils ne connaissent pas, ils utilisent que les stylos à billes et c'est assez dur d'en trouver. Des petits accessoires, peut toujours être utile. La carte bancaire internationale, bonne question. Je n'ai pas utilisé la mienne depuis longtemps et je ne sais pas si elle passe. Gazprombank n'est pas frappé par les sanctions occidentales de mémoire, puisque l'Europe est obligée d'utiliser Gazprombank pour payer le gaz que l'Europe achète. Donc, il est possible que dans ces banques-là, on puisse retirer en liquide. Je confirmerai, il y a une banque, Gazprombank pas loin, j'essaierai cet après-midi et je vous ferai un retour là-dessus. Sinon, le plus simple, c'est de venir avec l'argent liquide plutôt que de faire les transferts d'argent. L'argent liquide vous permet de le changer dans tous les points de change et avec des taux nettement plus intéressants que les taux bancaires. Et en plus, vous n'avez pas de commission ni de frais interbancaires. C'est beaucoup plus simple. Vous venez avec l'argent liquide, vous changez, ensuite vous mettrez sur votre carte bancaire. Pour partir en Russie, donc la question que m'a posée Madame Ignateva, vous avez l'avion. Les vols directs, on n'y a plus accès, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais par contre, il y a un changement dans un pays hors de l'Union européenne, comme la Turquie, l'Égypte, l'Arménie. Il y en a qui est proposé le Maroc, je crois. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'étudiants en partant. Seulement, comme les vols sont assez restreints, ils ont profité pour en faire s'envoler les prix. Donc, les trajets via la Turquie sont beaucoup plus chers qu'il y a quelques mois. Pour l'Égypte, pareil, etc. Deuxième possibilité, via Helsinki ou Riga. À ce moment-là, vous prenez le bus de la Russie jusqu'à Riga ou bus jusqu'à Helsinki. C'est ce que j'ai fait en mai et en mars, quand j'ai dû rentrer vite fait en France quelques jours. Et donc, une fois que vous avez passé la frontière terrestre, là, vous reprenez l'avion pour revenir en France. Il n'y a pas de problème. Sinon, vous avez la possibilité de venir en voiture. Les frontières terrestres, comme je vous l'ai dit, sont ouvertes. Il y a également la possibilité
utiliser le ferry entre Helsinki et Saint-Pétersbourg, mais c'est nettement plus long, un peu plus cher. Et si vous avez un peu de temps pour faire du tourisme avant d'arriver, c'est possible. Mais je conseille plus la voie terrestre. Et avant de venir, il faut penser à se mettre d'accord avec l'université quand vous venez. Pour que vous puissiez passer la frontière, vous devez être inscrit sur la liste de Bundeslogie afin que les douanes voient que vous êtes invité par l'université et vous laissent passer. Ça a été mon cas, notamment quand je passe la frontière terrestre entre la Finlande et la Russie. Quand vous arrivez, ne pas perdre le billet d'immigration, ça m'est arrivé, vous allez pour une semaine en perdant une demi-journée pour poser votre demande et de renouvellement de billet d'immigration et une demi-journée pour la récupérer une semaine après. Et qu'on voyait les prix pour rejoindre Saint-Pétersbourg via Bulkova ou autre, c'est vraiment pas cher. C'est rien à voir avec ce qu'on a en France. Donc, pour l'argent, en arrivant, vous changez strictement le minimum à l'aéroport. Les taux sont prohibitifs. Faites vraiment le minimum et vous changerez ensuite en ville où les taux sont plus intéressants. Donc là, j'ai pris l'exemple de Herzlen, puisque c'est où j'étais, que j'avais fait la programmation. Là, on a la chance d'avoir l'université, dont la résidence université se trouve carrément en plein centre. Il y a plein de choses à faire. Petit conseil aux étudiants qui arrivent en Russie, profitez-en pour rencontrer des Russes, vous imprégner de la vie russe, des gens, et vous verrez que tout se passera extrêmement bien. Donc, oui, pour les démarches pour le visa, donc vous arrivez avec un visa à entrée unique, valable 3 mois. Dès que vous arrivez, pensez à le faire renouveler. Comme ça, vous aurez tout de suite un visa de longue durée à entrée multiple, ce qui vous permettra de rentrer en France ou pas, pour être rentré en France au cas où vous ayez besoin pour quoi que ce soit. D'où l'attestation d'assurance, la copie, préparer des photos d'identité. Résidence universitaire, c'est un peu pareil ici à Orbudén, c'est des chambres de 2 ou 3 Hertzen. Ici, ça fait des petits appartements, mais ça change beaucoup en fonction du niveau. Mais Hertzen, c'est assez constant. Des chambres de 2 ou 3. J'ai pas de photos dans la présentation. Donc ça, c'est le lieu de vie où vous serez si vous avez Hertzen. Donc les premières démarches, se rendre à Maison Russe, tu le fais. Finir au niveau, vous serez répartis en groupe, changer de l'argent, organiser, prendre un bon de téléphone. Ça, c'est la première démarche que vous ferez. Parce qu'à partir du numéro de téléphone, vous pourrez aller à la banque qui utilisera votre numéro de téléphone pour vous identifier. Et donc le compte bancaire russe, donc quand vous allez à la banque, en général, vous demandez un compte et ils comprennent que vous avez besoin d'une carte bancaire. C'est une sorte de carte bancaire, une sorte de carte préchargée sur laquelle vous mettez votre argent et vous l'utilisez comme une carte bancaire un peu partout. Si vous avez besoin d'un compte, compte courant pour faire des transferts d'argent, à ce moment-là, ils vous ouvriront un compte, ça se fait dans la journée, et donc vous aurez besoin de votre carte d'immigration, du passeport, et vous demandons donc votre numéro de téléphone pour pouvoir vous identifier. Et donc sur ce compte, vous recevrez, donc là vous recevrez vos bourses. Dans le cadre de mon master, donc je suis arrivé au BDN et on a une carte bancaire. C'est celle-là, je vais la porter. Hop. Je vous la refais. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si sur l'écran. Donc, c'est une carte bancaire que nous ouvre l'université du RUDN à Moscou, qui fait à la fois carte campus qui nous permet d'accéder à l'université. Dessus, il y a la carte Troïka pour accéder au transport. C'est également la carte bancaire sur laquelle on reçoit nos bourses et un compte bancaire associé sur lequel on peut faire les virements. Je reprends la présentation. Diaporama, appel à l'époque.
point de démarrage, donc je disais. Ensuite, le compte bancaire. Pour ça, ça va très vite et c'est ouvert dans la journée. Petit mot sur l'inflation en Russie, si je peux. Alors vite fait, là, en fin février, début jusqu'à fin mars, le rouble a vraiment chuté, ce qui fait que les prix ont largement augmenté. Ensuite, le rouble s'est renforcé et les prix sont redescendus. Par exemple, vous prenez un truc conso courante, une salade, c'était aux alentours de 110 roubles, c'est monté à près de 200, et maintenant c'est redescendu à 120 roubles. Donc l'inflation a été stabilisée en Russie. Par contre, quand on voit les prix, qu'on les compare à l'euro, c'est pas tout à fait la même chose. Le problème, c'est que l'euro s'est cassé la gueule. En fait, l'euro, si on compare au dollar, était 1 euro pour 1,40 $ et maintenant, il est pratiquement à parité. C'est-à-dire que si on compare le prix par exemple, le prix de l'essence aujourd'hui à Moscou, il y a un an, il était 45 roubles, alors que l'euro était à 1 euro pour 90 roubles, c'était 50 centimes. Maintenant, l'euro est à 58 roubles. Le prix de l'essence a augmenté un petit peu. Il a aux alentours de 50 roubles le litre, donc il n'a pas énormément augmenté. Il est passé de 45 à 50. Par contre, en euros, maintenant, ça fait 90 centimes. Il passe de 50 à 90 si on compare en euros. Si on compare l'inflation en Russie par rapport à l'euro, c'est vrai que ça a vraiment augmenté, mais c'est pas de la faute du rouble, c'est pas de la faute de l'augmentation des prix, c'est surtout dû à la chute de la valeur de l'euro. Le plan de Herzen, bon, ça n'intéressera pas forcément beaucoup de personnes et de toute façon, vous le découvrirez directement sur place. C'est juste pour dire qu'on était juste en face. La déroulée des cours, donc la série Herzen, c'est des petits groupes qui sont vraiment intéressants lorsqu'on apprend le russe. Donc là, je passe rapidement, vous verrez, je vous laisse la surprise découvrir. Et quand vous êtes en Russie, vous avez la carte étudiant, vous bénéficiez d'énormément d'avantages. Vous avez des prix réduits, par exemple à Saint-Pétersbourg, le 3e jeudi du mois, pour les étudiants, l'accès est gratuit. Donc c'est plein de petites choses à faire. Je passe rapidement, donc vous pouvez voir tout ce qu'on peut faire. Saint-Pétersbourg, j'ai pris Saint-Pétersbourg puisque c'était là où j'étais. Et profitez-en pour boomer la population. Ne restez pas qu'entre étudiants, parce que si vous restez entre étudiants, vous aurez tendance à parler énormément en français ou en anglais. Et c'est un peu dommage de ne pas s'immerger complètement, limite se noyer dans le russe pour progresser un peu plus rapidement. Leur UDN, alors leur UDN, c'est un peu particulier. Quand je suis arrivé en septembre, on a commencé par nous faire une visite médicale. Donc, on est passé à la Polytechnique, on a fait la visite médicale complète et ils nous ont facturé ça 18 000 roubles. Donc, si vous venez au UDN, pensez-y, ça vous sera demandé. Et ça vous est demandé uniquement si vous êtes en résidence universitaire. Alors, je vois pas trop le truc, sachant qu'on fait la visite médicale alors vraiment complète. On passe chez le chirurgien, chez le thérapeute, chez le psychologue, chez l'orthodontiste, chez le dentiste. On fait les radios des poumons, on fait les analyses de sang et de sel, on fait la totale. Je sais pas pourquoi, c'est limite si on pouvait s'engager comme VDV après, alors qu'on est juste étudiant et qu'on va être assis en file. Je ne comprends pas trop le truc, mais bon, bref. J'ai demandé à des collègues qui étaient dans d'autres universités et eux, ils l'ont pas. Ils n'ont pas ce truc. Alors, je ne comprends pas trop. Enfin, bref. Donc, pour ceux qui viendront au UDN, si vous dites dès le lundi, je commence tout de suite la visite médicale, profitez-en pour faire 2 jours de visite, de balade, parce que tous les étudiants qui commencent, qui arrivent et qui sont avec leurs parents veulent tout de suite les accompagner, faire toutes les démarches et à l'embouteillage. Vous faites un cabinet médical ou 2 dans la journée, voire 3, et ça vous prend la semaine. Si vous arrivez le mercredi ou le jeudi, il y a une partie qui sont déjà passées.
Et donc, c'est beaucoup plus rapide pour vous. Vous ferez la même chose en 2 jours si vous pensez beaucoup plus en fin de semaine. Les profs sont présents pour dispenser les cours. C'est des questions annexes. On n'a pas forcément la réponse. Même propos des cours, des formations, des choses. Moi, par exemple, pour nous, le master, pour avoir le diplôme rouge, on vous demande de publier 2 articles. J'ai bataillé pendant un an et demi pour savoir quelles étaient les listes des journaux où on pouvait publier. Et alors qu'à Ayrton, on n'a pas la même difficulté en fait. C'est assez étrange. À Ayrton, c'est le même sentiment que j'ai avec Polytechnique. On y va, les gens sont ouverts. On peut poser toutes sortes de questions, alors qu'à Uden, c'est un peu plus difficile, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Bon, heureusement, cette année, on n'a pas de candidature pour Uden. Je pense qu'on peut passer voilà. à la description de cette Donc, université. le Guérou, Uden, Kremlin, vite fait. Petite suggestion pour les cours. Apprenez à lire les cours, les trucs manuscrits, ça peut toujours être utile. Regardez les chaînes russes pour partir. Avant de partir, c'est pour vous immerger dans la culture et la sonorité, la phonétique russe. Par exemple, il y a Rue TV, c'est une chaîne musicale, et il y a 3 fois une séquence d'1 heure où ils font les clips avec les sous-titres. C'est bien pour s'immerger dedans. Et vous avez toutes sortes de canaux qui proposent les chaînes de télé russes dedans. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, je suis preneur si vous avez des questions supplémentaires. Bon, on passera aux questions ensuite. Maintenant, je passe la parole à Madame Margot Payette. Qu'est-ce que vous avez à rajouter alors moi, je suis à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, à la faculté de philologie. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que par rapport au diplôme, donc oui, il faut arriver avec son diplôme en original et la copie apostillée, et l'université va garder le diplôme. Donc, par exemple, je suis arrivée avec mon diplôme du baccalauréat et je l'ai remis à l'université qui me le remettra au moment de la remise de mon diplôme de ma licence. Pour le prolongement du visa, pareil, il faut donner son passeport. En fait, on doit laisser son passeport à l'université qui s'occupe du coup de la prolongation. Et pendant tout ce temps-là, on a un document, on a spravka avec la copie de notre passeport qui du coup remplace momentanément notre passeport. Pour tout ce qui est paiement, carte de crédit, pour la bourse, en fait, à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, c'est l'université en fait qui m'a ouvert mon compte bancaire pour du coup recevoir la bourse. Et en ce moment, avec les transferts d'argent, alors ma carte bancaire française Mastercard ne marche pas. Je peux ni retirer de l'argent en bancomat et je ne peux pas payer mes courses dans n'importe quel magasin. Mais pour les transferts d'argent, j'ai trouvé un site qui ressemble à PayPal, mais et ça s'appelle du coup Corona Pay. Et ça permet du coup de transférer de l'argent depuis et vers l'Europe et sans commission. Du coup, c'est très pratique. Et voilà. Et oui, voilà, c'est tout ce que j'aimerais ajouter. Bon, merci. J'espère que ça se passe bien pour vous à l'université. Oui, oui, très bien. D'accord, merci. Bon, Monsieur Hugo Kagitz, vous pouvez intervenir maintenant. Oui. Bonjour, je suis étudiant en master à l'université HSE à Moscou et du coup je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Par rapport au diplôme, par exemple, j'ai eu un problème avec mon diplôme. J'étais en licence en France et les universités françaises donnent les diplômes très tard. Donc je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous ou les autres étudiants, mais si jamais c'est le cas, vous pouvez demander à l'université de donner le diplôme plus tard. Vous devez juste remplir un papier qui dit que je promets de donner le diplôme plus tard. Et dans ce cas-là, dans mon cas précis, c'est mon grand-père qui a fait toutes les démarches en France.
Et ensuite, il a envoyé le diplôme par la poste ici. Les avions pour la poste fonctionnent encore, donc vous pouvez l'envoyer sans problème. C'est un peu cher, bien sûr, mais vous n'avez pas trop d'autres solutions parce qu'il faut précisément l'original pour valider votre inscription avec le diplôme. Pour la prolongation du visa, donc faites-le tout de suite parce que vous avez une fenêtre de 90 à 45 jours avant l'expiration. Et quand vous arrivez à 45 jours, tous les étudiants le font. Donc, il y aura des grandes files d'attente. Donc, faites attention, faites-le vraiment tout de suite quand vous arrivez. Et vous aurez besoin du passeport, mais aussi de beaucoup de documents de la part de votre secrétariat pédagogique qui atteste du fait que vous êtes étudiant à l'université. Donc, regardez bien la liste de tous les documents qu'il faut, parce que si vous en oubliez un, ça ne fonctionnera pas. Et vous devez également payer, je ne sais plus comment ça s'appelle, Gospochena, à la banque, et vous devez ramener le ticket de caisse, en quelque sorte, à l'université pour prouver que vous avez payé l'argent qu'il faut pour la prolongation du visa. Ça se fait en 3 semaines. Donc, après 3 semaines, vous recevez le nouveau visa. Et après, il faut encore prolonger migration à la carte, migration et autre chose. Si vous êtes à l'université, ils vont vous le faire. Moi, je suis dans un appartement privé. Du coup, il faut le faire avec votre propriétaire. Et donc, pour ça, il faut aller soit à MFETC, si vous avez un centre de la police dedans, sinon directement au MFETC, avec juste le nouveau visa, le document de propriété de votre propriétaire, et ensuite la police vous fait votre prolongation, ça, il n'y a pas de souci. Par rapport à la banque, l'université vous ouvre forcément un compte en banque pour les bourses, mais ce n'est pas forcément une banque très pratique. Moi, par exemple, on m'a ouvert un compte chez VTB, mais l'application, je n'ai pas trop aimé. J'ai préféré la banque Tinkoff, et ils vous rapportent tout à la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque. Si vous commandez une carte, au bout d'une semaine, quelqu'un vient à la maison pour vous donner tous les documents, etc. Pensez bien à avoir juste votre passeport avec votre visa, migration à la carte, migration et autre chose, parce qu'ils demandent toujours ces documents. Peu importe les démarches, ce sera nécessaire. J'utilise aussi CoronaPay, d'ailleurs, Margot. C'est très utile. Par contre, faites attention au cours du rouble. Envoyer de l'argent seulement quand c'est avantageux. En ce moment, ce n'est pas du tout avantageux. Du coup, quand le cours est avantageux, faites des réserves. Et comme ça, quand le cours descend, vous ne perdez pas d'argent parce que le cours est trop bas. Qu'est-ce que je devais dire aussi par rapport aux banques? Ça, c'est tout. Le mieux, c'est quand même d'avoir un travail ici pour éviter de dépendre du cours du rouble. Et pour ça, vous aurez certains documents à faire. Comme vous êtes étudiant, vous n'avez pas besoin d'autorisation de travail, etc. Donc, il vous faut juste le numéro comment dire ça en français, de personnes qui payent les impôts que vous pouvez faire, excusez-moi, au centre MFETC. Donc là, pareil, il faut tous les documents, migration à la carte, visa et migration et autre chose. Mais c'est rapide à faire. Et pour trouver du travail, c'est assez facile. Pour ça, c'est tout. Par rapport aux visites médicales, depuis le 29 décembre, il y a une nouvelle loi qui dit que si vous voulez rester plus de 3 mois, vous devez faire des examens médicaux. Personnellement, mon université a fait toutes les explications sur le site. Merci à eux. Du coup, tout est clair. Et pensez bien à faire ça. Vous avez un délai de 3 mois pour le faire. Et ensuite, votre certificat est valable 1 an. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai à rajouter par rapport à ce que les autres ont dit. Bon, merci beaucoup, Monsieur Kavit. Bon, je pense que c'était des interventions très, très intéressantes, mais aussi très chargées. Je pense que pour les nouveaux venus n'ont pas tout compris tout de suite, mais vous pourrez d'abord avoir donc l'enregistrement de cette rencontre pour revoir quelques moments. Et aussi à la fois, vous pourrez maintenant poser les questions si vous n'avez pas compris quelque chose, donc vous pourrez poser ces questions. Maintenant, donc je voudrais en fait, on passe aux questions maintenant. Juste, la seule chose que je veux dire, c'est que d'abord, vous pouvez vous poser les questions donc, sur le chat et je pourrais les lire à la personne à laquelle vous l'adressez, cette question. Vous pouvez aussi lever la main. Il y a cette fonction dans le Zoom, il y a la fonction en bas de votre écran. Vous pouvez lever la main pour poser la question. Mais je vous suggère de commencer par les questions par rapport au visa, parce que M. Makarov n'est pas, ne restera pas longtemps et il devrait partir vers 11 heures, peut-être un peu plus tard. Donc, si vous avez les questions sur le visa, commencez par ça. Et ensuite, on passera donc aux questions aux universités et aux étudiants. D'accord? Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport au visa? Je vois. Alors, c'est qui? Oui. Вадим Александрович, мы можем дать слово человеку, который поднял руку? Да, конечно, сейчас. Alors, Louis Derkang, oui, on vous écoute. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais savoir un petit peu par rapport au délai. Voilà, parce que si vous voulez, je regarde souvent sur le petit site qu'on a reçu il y a quelques mois, le lien qu'on a reçu, voir si le statut avait changé, passé de, je crois, distribué. Voilà, j'ai pas encore reçu de mise à jour par rapport au statut. Je voulais savoir en fait un petit peu quand est-ce qu'on pourrait commencer à faire les démarches pour le visa. D'accord. Oui, ça c'est bon, c'est pas vraiment la question au consulat. Donc c'est vrai. Donc vous maintenant, dès que vous avez votre statut, vous avez apparemment maintenant distributed, c'est ça? Donc distribué. Pas encore justement. Ah, pas encore. Vous êtes alors où? On a pas, je crois que c'est de l'avant-dernière étape. Ah oui, même plus, même après ça, bah, c'est bien. Mais parce que maintenant, vous ne faites qu'attendre donc, le message avec le numéro et la date d'invitation. Tous les étudiants reçoivent les soi-disant telex. Donc, c'est une invitation électronique qui arrive en fait directement au consulat. Et vous ne recevez du ministère dans votre espace personnel sur le site russiaedu. Minobrenauki.gov.ru, vous ne recevez qu'il y aura donc publié là-bas l'information, la date. Donc, il y a d'abord la ligne qui s'appelle Visa Information, d'accord? L'information sur le visa. Et là, donc, il y aura le numéro et la date. Dès que vous avez le numéro et la date, alors vous avez votre invitation et vous pouvez donc prendre rendez-vous ou aller au centre de visa ou bien prendre rendez-vous au consulat. C'est bien ça? Oui, on peut aider sur le centre des visas qui est maintenant fait des démarches. Pour des raisons sécuritaires, l'accès au consulat est très restreint. D'accord. Mais en général, normalement, pour les étudiants, je pense qu'on pourrait trouver une solution. Mais je vais parler avec Mme Ignatieva plus tard, après la conférence, pour voir comment on pourrait procéder dans ces cas des étudiants qui veulent aller en Russie. Mais là, on pourra avoir on aura une solution que, disons, un peu plus tard, dès que les restrictions, disons, de sécurité seront un peu allégées. D'accord. Et pour l'invitation, c'est le telex que vous allez recevoir, c'est un numéro, mais à la date à partir de laquelle vous pourrez faire vos démarches. Donc là, c'est vraiment, c'est nous qui aurons l'information au consulat de quelle date à quelle date vous aurez votre visa. Donc là, vous n'aurez qu'un numéro, malheureusement. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un petit courriel avant votre visite. D'accord. En disant bonjour, je suis tel, j'ai un numéro de telex qui est arrivé à un jour précis. Je vous conseille de nous appeler, nous contacter après la date indiquée dans le telex. Car avant cette date indiquée, on ne se sent pas vraiment les dates qui sont indiquées dans l'invitation, ce qui est très important. D'accord. Voilà. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le visa? Juste par rapport à l'assurance, excusez-moi. L'assurance se contracte en France avant l'obtention du visa de 90 jours. Elle se renouvelle en Russie? Vous savez, on a plein d'exemples quand avant, bien sûr, les gens faisaient des assurances ici en France, AXA, Europe Assistance, Groupama et autres. Mais maintenant, on voit beaucoup d'exemples quand les gens nous présentent des attestations d'assurance russes. Rosgostrak, Ingostrak, et bien sûr, c'est accepté. Très bien. Donc, je peux souscrire en ligne directement en France. Mais là, je pense qu'il y aura peut-être un souci. Si vous n'avez pas la carte bancaire russe, comment vous pouvez acheter l'assurance russe en ligne? Normalement, ça ne marchera pas. Ah. Est-ce que les gens maintenant arrivent avec les assurances russes? Oui, je veux dire, les gens qui ne sont pas… Il y a de plus en plus, oui. Ils arrivent. Je n'arrive pas à comprendre comment, mais on a de plus en plus d'attestations d'assurance exactement russes. Donc là, et bien sûr, on ne demande pas l'original de l'assurance, car ça mettra un temps énorme à être expédié en France. Donc là, une seule copie en couleur serait suffisante. Voilà.
D'accord, donc d'abord, c'est déjà bien, donc il y a une copie. Et donc, Mondial Assistance et les autres, ça ne marche plus. Si, mais apparemment, ça dépend de l'agence. Certains disent que non, on ne fait pas d'assurance pour la Russie, d'autres disent que oui. Et on a plein d'exemples que il y a vraiment une mécompréhension entre les agences. Certains disent oui, on fait l'attestation d'assurance, les autres disent l'inverse. Donc là, malheureusement, ça dépend de l'agence. D'accord. D'accord, merci. Ok, donc ça, c'est un souci. Ok. Bon, on verra ça pour l'assurance, on verra ça encore. On posera des questions. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur le visa ou pas? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, voilà. Bonjour, j'ai une question concernant l'assurance pour le visa. Vers quel organisme d'assurance il faudrait se tourner? Voilà, donc pour l'instant, apparemment, la meilleure solution, c'est de se tourner vers une assurance russe. Après, donc, c'est la question comment l'avoir sans avoir le compte bancaire en Russie. Est-ce que l'université peut aider avec ça ou pas? D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que les universités pourraient intervenir maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas du tout pour une université d'aider les étudiants d'avoir une assurance temporaire? Университеты, которые здесь присутствуют, как бы смогли бы вы какие-то предложить варианты для студентов, которые хотят поехать, но не могут купить страховку? На первые, соответственно, на первые 90 дней, да, которые нужны для визы. Je ne sais pas, peut-être c'est la seule solution parce que, comme je sais, parfois, il n'y a pas besoin d'assurance pour le visa. Pour le visa, on peut acheter une assurance courte, oui. Et après, à l'arrivée en Russie, on peut acheter, je ne sais pas, au bureau de l'assurance, oui, d'une compagnie d'assurance, une assurance d'une année. Donc, je pense aussi comme ça parce que nous avons eu beaucoup de questions de ce genre-là. Oui, et donc j'ai inventé cette recommandation-là. Je ne sais pas si c'est utile ou non, mais en tout cas, je pense que c'est une des solutions que l'on peut regarder. Il y a quelqu'un qui veut ajouter ou pas? Je n'ai pas compris. Non. Bon, d'accord. Alors, la question reste. Ensuite, il y a, bon, pour continuer la question des assurances, donc voilà, il y a Sarah qui demande, j'ai un compte bancaire en Russie, puis-je avoir les sites pour souscrire une assurance? Bon, je pense que les universités, est-ce que les universités aident les étudiants à choisir une assurance déjà sur place? Est-ce que vous pouvez recommander quelque chose ou comment vous faites? Давайте, Roman. Oui, nous avons une page spéciale, il y a cette question-là. Donc, je peux envoyer le lien oui, sur le chat. Oui, parce qu'il y a une liste de compagnies avec les prix. Donc, les prix sont variables du, je ne sais pas, peut-être à l'environ 6 000 roubles pour l'année universitaire, académique, jusqu'à, je ne sais pas, 16 000 ou quelque chose comme ça. En tout cas, on peut consulter oui, les offres et on peut choisir ce que vous aimez plus. Donc, je vais envoyer tout de suite. Oui, envoyez-nous s'il vous plaît. Je pense que c'est la liste plus ou moins exhaustive. Mais je suis désolé, c'est en russe ou peut-être en anglais aussi, mais c'est en russe. Je suis un peu désolé. Je pense que les gens qui ont déjà le compte bancaire en Russie comprendre. Alors, d'accord. Bon, pour les assurances, on a fait une partie. Donc, alors, il y a une question aux étudiants.
Est-ce qu'il est vrai que les chambres sont toujours proposées pour 3 ou 4 étudiants? Est-il possible est-il possible de choisir des chambres doubles ou individuelles? Вопрос к вузам. Есть ли возможность выбрать комнату не на 3-4 человека, а на одного или на двоих? Бывает ли такое в ваших вузах? Что для этого нужно сделать? Je peux répondre si vous voulez. Oui. Alors, à Herzen, il y a des chambres individuelles, il y a des chambres de 2, de 3 ou de 4. Le prix de la chambre varie en fonction du nombre de personnes qui est dedans. Et moi, j'ai eu de la chance, je suis arrivé dans une chambre de 2 avec une personne qui était coréenne et qui est restée 15 jours avec moi et qui ensuite est partie. J'ai gardé la chambre double pour moi tout seul au prix normal. Sinon, ici au Rudn, c'est plusieurs bâtiments avec des niveaux de prestation complètement différents. C'est-à-dire que vous avez des chambres pas chères avec une sorte de dortoir à 4 personnes avec la cuisine commune, les douches communes, les toilettes communes. Ou moi, je suis dans un bâtiment standing un peu plus élevé. On a juste une chambre de 4, donc on est juste 4. On a un petit balcon, on a une cuisine, salle de bain pour nous, toilette pour nous. Ça fait une sorte de petit appartement qu'on partage à 4 en colocation. Donc, les prix varient en fonction de ça. Et je me suis renseigné sur Polytechnique. Pour les doctorants, on est en chambre double. Ensuite, on peut effectivement prendre, comme nous disait une personne sur le chat, on peut également prendre un appartement en dehors de l'université. Mais avec l'appartement, il faut quand même savoir que vous aurez d'autres démarches à faire, tandis que quand vous êtes à l'université s'en charge de vous enregistrer, de faire donc toutes les démarches. Comme ça, quand vous arrivez à l'université et restez à la résidence, voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire. Tandis que quand vous déménagez dans un appartement, c'est déjà, voilà, il y a des démarches à faire vous-même avec le propriétaire de l'appartement. Donc, franchement, je vous conseille de venir d'abord à l'université, s'installer, voilà, faire les premières démarches et ensuite, si vraiment ça ne va pas à la résidence universitaire, dans ce cas-là, vous pourrez déjà voilà, chercher l'appartement. Je pense que c'est ce qu'ont fait les étudiants qui ont loué l'appartement. Je ne pense pas que vous êtes arrivé tout de suite dans un appartement loué. D'accord. Est-ce qu'il est obligatoire de certifier la traduction assermentée du bac par le notaire du consulat? Non. Non. Pour le programme, nous acceptons les traductions assermentées faites par un traducteur assermenté français. Donc, ce n'est pas pour les universités, ce n'est pas obligatoire que ce soit fait par le notaire du consulat. Ceci dit, c'est une bonne question parce que si après vous aurez besoin d'utiliser vos traductions assermentées en Russie, les traductions françaises ne fonctionneront pas pour les bâtiments administratifs. Pour l'université, ça fonctionnera. Mais par exemple, si vous avez besoin de demander le numéro SNILS ou INANA ou MFETSE, votre traduction française ne fonctionnera pas. Il faudra refaire la traduction assermentée en Russie parce que ne sont acceptées que les traductions assermentées sur le territoire russe et pas sur le territoire français. D'accord. Mais j'imagine que ce sera peut-être moins cher de le faire en Russie. Beaucoup moins cher, oui. Que de le faire au consulat. Alors, vous avez parlé de la possibilité de travailler. Quel type de travail font les étudiants français? Est-ce que la rémunération du travail étudiant permet de couvrir ces dépenses? Qui travaille ici? Je travaille. Personnellement, j'ai un stage obligatoire avec l'université, donc je travaille à l'école primaire et le collège. Donc, j'étais obligé de travailler, mais pour travailler, c'est assez facile de faire les documents. Trouver un travail, c'est très facile, surtout à l'école quand vous êtes natif de la langue. Et la rémunération, ça dépend de ce que vous faites. Personnellement, mon poste n'est pas très élevé et mon graphique est assez léger. Du coup, je reçois combien? Je recevais 10 000 roubles par mois. Mais après, j'ai un travail en France en parallèle. Du coup, c'était suffisant pour subvenir à mes besoins, on va dire comme ça. D'accord, donc je dois rajouter qu'à partir de 2019, les étudiants qui sont inscrits au programme accrédité par l'État
universités donc, ont le droit de travailler sans obtenir le droit, la permission de travailler. Donc, vous avez le droit avec un papier de la part de l'université certifiant que vous êtes inscrit régulièrement à cette université. Donc, vous pouvez conclure un contrat de travail avec une entité privée ou étatique, etc. Donc, ça dépend de vos recherches, de vos préférences. Et il vous faudra aussi un emploi du temps. Oui. Pour le travail, il vous faudra aussi un emploi du temps certifié de votre université parce que vous n'avez pas le droit de travailler pendant votre temps d'études. Du coup, votre université devra, ça s'appelle Zavirne Raspisagne, c'est un gros document avec tous les cours que vous aurez tout au long de l'année. Et votre employeur devra donner ce papier au MVD pour valider votre contrat de travail. Donc, ne l'oubliez pas. Voilà, donc ça, c'est une information très importante. Henri Viosat, vous avez une question? Можем дать ему Анри Виасату дать слово. Oui, du coup, ce n'était pas vraiment une question, c'était pour compléter, en fait, pour trouver du travail, il y a plusieurs méthodes. Ça marche beaucoup par réseautage en Russie. Donc, éventuellement, si vous connaissez des gens ou si vous avez pu rencontrer des gens ou si vous allez rencontrer des gens, ils peuvent vous aider à trouver du travail, mais aussi il y a des plateformes comme Kreheru, par exemple, donc ça s'écrit hh.ru, où il y a pas mal d'entreprises privées notamment qui mettent des annonces et qui ont souvent besoin de main-d'œuvre qui peut être plus ou moins qualifiée. Donc, ça peut vous permettre de trouver un travail si vous avez besoin ou si vous en êtes dans la nécessité. D'accord, c'est une information. Est-ce qu'il y a encore une question sur l'année préparatoire? Est-ce qu'elle permet vraiment d'obtenir un niveau de russe satisfaisant pour faire les études? Je ne sais pas si quelqu'un de vous a fait l'année préparatoire. Des 3 étudiants qui sont là, non, personne. Tout le monde avait déjà le niveau élevé. Moi, je l'avais fait, oui. Ah oui, voilà, oui, vous avez fait. Alors, dites-nous. Oui, moi j'ai combiné aussi, je suis allé au Bélarus j'avais les cours de russe le matin et l'après-midi je partais dans des pays russophones, donc j'avais de la pratique en plus derrière, donc j'ai optimisé le plus possible, mais oui, après je lisais du contenu, je regardais des films en russe, je faisais tout vraiment pour optimiser et j'ai fait 950 heures de cours, donc je suis plutôt content, le niveau est... Disons qu'on est autonome après, on est autonome pour ensuite consolider, je dirais. Merci beaucoup. Alors, j'avais reçu quelques questions de la part d'un étudiant, donc je vais lui répondre à fur et à mesure. Donc, est-ce que la bourse est toujours proposée? Oui, donc la bourse est toujours proposée, le programme est maintenu. Alors, comment se rendre en Russie? Nous l'avons répondu cela. Alors, ça, c'est une question privée. On va la voir à part. Alors, oui, bon, ça, c'est déjà très, très personnel. On va le voir à part avec lui, avec M. Henri. Alors, Paul Sylvestre, bonjour à tous. J'ai, s'il vous plaît, une question pour M. Roman Sivitsky. Je suis un candidat pour intégrer la HSE comme doctorant en sciences politiques. Je ne suis pas parvenu à trouver sur Internet un calendrier académique précisant la date de la rentrée. Oui, la date de la rentrée, ça vraiment, ça intéresse tout le monde. Ce n'est pas toujours clair dans la description du programme. Sauriez-vous quand et où ces informations seront-elles consultables? Merci d'avance. Donc, moi aussi, je suis un étudiant de doctorat. Donc, moi, je sais vraiment comment ça se passe. Donc, le début des études est le 1er novembre pour le doctorat. Ça, c'est pour toutes les écoles doctorales à l'École supérieure d'économie. Soyez sûr. Donc, avant... donc, je ne sais pas, ça serait en octobre. Donc, une rencontre
avec avec le bureau, avec l'office de l'école doctorale. Donc, et les cours seront disponibles sur le site aussi vers le début, pas vraiment à l'avance. Même peut-être vous ne serez pas au courant des cours, par exemple, en novembre, et ne vous inquiétez pas parce que les cours, par exemple, certains cours commencent en janvier ou, je ne sais pas, en février. Donc, ça, c'est vraiment très différent de l'école doctorale. Je vous conseille aussi de vous rendre en contact avec le manager de votre école doctorale. Donc, si vous voulez, je peux trouver les contacts et je peux envoyer ici. Il y a une précision parce que M. Sevestre, il va commencer par une année préparatoire. Donc, pour lui, ça commence apparemment le 1er octobre. Oui. Le 1er octobre. C'est voilà, toujours l'année préparatoire, ça commence normalement le 1er octobre. Donc, il faut venir alors au mois de septembre pour commencer. Alors, j'ai la même question. J'avais une étudiante qui m'avait demandé de poser la question. La même question à l'Université linguistique de Moscou. Ceux qui sont inscrits au programme de 10 mois, donc cours de russe de 10 mois, donc une année scolaire. Quelle est la date du début des cours? Константин, да. Программа, Да. Когда начинается? это программа 10-месячная, да? Да. Программа начинается 1 сентября. 1 сентября. Еще тогда другой вопрос. Если у нас с вами был уже такой вопрос, я думаю, что это многих сейчас будет интересовать. Если человек по каким-то причинам не успевает приехать в конце августа, это может быть даже, кстати, визовый вопрос на самом деле, может ли он начать онлайн учиться и приехать, допустим, к 1 октября? Или там, ну, как у него получится? Возможно ли это? Да, конечно. Никаких проблем нет. Только нужно нам сообщить об этом. Вот, и мы с радостью подключим дистанционно. Merci. Merci. Alors, je traduis qu'il est possible, si vous n'avez pas la possibilité de venir le 1er septembre quand votre cours commence, alors vous pouvez commencer, si c'est pour des raisons, disons, importantes, c'est ça. Donc, vous pouvez commencer en ligne et ensuite venir en Russie pour continuer. Mais il faut prévenir l'université, donc il faut vraiment se tenir en contact avec l'université. Et si vous ne réussissez pas à instaurer ce contact, si l'université ne vous répond pas, merci de venir vers moi pour donc cet établissement de cette communication. D'accord? Donc, je suis à votre disposition pour cela. Alors, une autre... Est-il possible de reporter le programme pour l'année prochaine? Non, ce n'est pas possible. Vous devrez recommencer dès le début. Alors, nous avons fait un dossier bourse inscription Saint-Pétersbourg HSE Moscou. Nous n'avons pas encore de réponse à la demande de master. On nous a redemandé des éléments fin avril. Ah oui, non, mais c'est M. Bertrand. En fait, il faut que vous regardiez le site russiaedu.gov.ru. Il y a des informations sur votre dossier. Il y a du nouveau. Donc, il faut regarder encore une fois. Et donc, les démarches à faire, c'est attendre l'invitation ensuite. Les informations sur l'invitation seront publiées sur le même site. Et dès que vous avez donc, cette invitation, donc, il y aura les démarches à faire pour obtenir le visa d'entrée. Ce sera le visa de 3 mois que vous devrez ensuite renouveler avec l'aide de l'université sur place. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le visa d'important? Donc, en fait, les informations il y a les informations sur le site du centre de visa qui sont très claires.
donc, quelles sont les exigences, la photo, l'assurance, le formulaire à remplir. Voilà, et donc ensuite, vous prenez le rendez-vous et vous arrivez avec tout ça pour déposer le dossier. Et quelques jours après, c'est bien ça, vous aurez, donc c'est jusqu'à 10 jours, si je ne me trompe pas, M. Makarov, c'est ça, jusqu'à 10 jours ouvrables. Si c'est par une urgence, ça peut aller jusqu'à 20 jours, mais normalement, un délai normal, c'est à peu près 7-10 jours en urgence. Voilà. Donc, 7-10 jours. Et je répète encore une fois que dès que vous avez reçu le visa, il faut prévenir l'université de votre date d'arrivée, parce que sinon, ils ne pourront pas vous mettre dans les listes des étudiants qui doivent venir. Cette mesure, je précise, cette mesure est liée à la COVID. Ce n'est pas du tout lié donc, à quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est la COVID, c'est depuis déjà une année, je crois, qu'il faut faire cela. Il faut prévenir l'université au moins 10 jours à l'avance pour qu'elle ait le temps de vous mettre sur la liste pour les services frontaliers. Comme ça, vous pourrez donc franchir la frontière, soit la frontière terrestre, soit la frontière aérienne, en passant par l'avion, par un aéroport. Alors, pour l'année préparatoire, oui, c'est normal, ça arrive toujours plus tard que les autres réponses, parce que ça commence le 1er octobre, et donc c'est normal si vous n'avez pas du tout, toujours pas compris dans quelle université vous faites l'année préparatoire, c'est normal, ça arrivera plus tard. Alors, est-ce que l'acceptation dans l'université, oui. Cela veut dire, donc si vous voyez dans votre espace personnel sur le site du ministère, vous voyez que vous êtes distribué ou quoi que ce soit d'autre, sauf refusé, donc vous êtes accepté. Si vous voyez le mot refusé, alors c'est refusé. Et donc ensuite, vous n'avez rien à faire, la procédure ira automatiquement, sauf le visa. Donc dès que vous avez les informations sur l'invitation, vous pouvez prendre le rendez-vous et donc déposer le dossier pour obtenir le visa. Sinon, le reste se fait automatiquement par l'université et par le ministère. Ce n'est pas à vous de vous en inquiéter. Alors, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question pour vous, Madame Ignatieva. Oui. Juste parce qu'en fait, je regarde le site là sous les yeux pour la candidature. Moi, j'ai marqué à l'aspect de Lyon. Donc, c'est avant-dernière étape. Donc, c'est pas grave. J'ai pas envie non, oui, c'est normal. D'accord. Okay, je dis que ça se fait automatiquement ensuite. Vous ne devez même pas le suivre. La seule chose que vous devez maintenant attendre, c'est l'invitation. Donc, j'attends et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Ok, oui. Très bien, merci. C'est tout. Et vous faites quelle université? Rappelez-moi. MGLU. MGLU, voilà. J'ai pris contact déjà avec Vous êtes déjà en contact avec. Oui, voilà. Mais c'était pour être sûr qu'il n'y ait pas que je ne fasse pas comme l'année dernière et candidater trop tard et tout ça. Donc, voilà, merci. Alors, alors, je vois les questions sur Corona Pay. Alors, il y a une application. Je le lis pour l'enregistrement. Donc, il y a une application à télécharger et le reste sera très intuitif. Voilà. Donc, alors, si notre famille veut nous envoyer quelque chose une fois qu'on est en Russie, est-ce que c'est encore possible ou très difficile? Bon, si j'ai bien compris, quelqu'un a dit que la poste fonctionne. Oui, la poste fonctionne tout à fait encore. Possible donc, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, mais on n'envoie pas l'argent. Donc, on peut envoyer les documents, les affaires. Pour l'argent, je vais le préciser. Donc, c'est vrai que maintenant, il vaut mieux vraiment avoir de l'argent liquide sur vous quand vous arrivez. Donc, vous avez le droit, selon la loi russe, vous avez le droit de venir en Russie avec l'équivalent moins de 10 000 $ sans déclarer. Donc, si vous avez plus de 10 000 $ ou plus que ça, même si c'est en euros, donc ce ne sera pas 10 000 €, ce sera 10 000 $, toujours, en équivalent. Je crois que c'est maintenant plus ou moins la même chose, mais quand même.
Donc, il faut veiller à ce que si vous ne voulez pas déclarer, vous avez le droit de déclarer, vous avez le droit d'apporter plus, mais si vous n'avez pas l'envie de déclarer, donc veillez à ce que vous ayez moins de 10 000 $ sur vous en liquide. Et donc, si vous passez la frontière avec plus de 10 000 $ et vous ne déclarez pas, ce sera une amende. Voilà. Et pareil pour sortir de la France. Si vous avez la France, enfin l'Union européenne permet de sortir avec 10 000 € ou l'équivalent. Donc, c'est un peu plus que la Russie permet d'entrer sur le territoire. Donc, il faut quand même veiller à cet équilibre. D'accord. Voilà, donc pour les transferts d'argent, on vient de le dire, c'est le système Corona Pay. Donc, vous pouvez aller sur le site, télécharger l'application et l'utiliser. Donc, on vient de le dire. Excusez-moi, j'ai une question par rapport au... Est-ce que les banques en ligne fonctionnent TransferWise ou... vous savez, les banques... Non. Rien fonctionne sauf Corona Pay. D'accord, ok. Voilà, la seule chose. D'accord. Donc, vraiment, il faut prévoir du liquide. On espère tous que ça va finir un jour, peut-être bientôt, mais quand même, il faut vraiment prévoir du liquide. Quand vous allez à une école d'été, si vous allez pour un peu de temps en été, 1 mois, 2 mois, donc voilà, comment dire, ne vous gênez pas, venez avec du liquide. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous dire combien d'euros faudrait-il prévoir pour 1 mois à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Voilà, si vous vivez à l'université, à la résidence, juste pour se nourrir, pour voyager un peu. Alors, personnellement, j'ai besoin d'environ 35 000 roubles par mois, sans compter le loyer. Donc, pour la nourriture, si jamais vous prenez le taxi, vous faites des sorties, etc., 35 000 roubles par mois, vous êtes large. Et pensez juste à prendre de l'argent en plus pour le loyer ou pour l'université si vous avez ça à faire. Je vais devoir partir parce que j'ai un examen. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et bon courage. Alors, merci. Alors, 35 000 roubles, maintenant, ça fait combien? C'est maintenant à peu près 60. C'est à peu près 600 €. 600 €, voilà, par mois. Ce sera largement suffisant. On peut prévoir un peu plus au cas où, pour quelques voyages en plus. Savez-vous s'il nous sera possible de faire reconnaître notre diplôme délivré par une université russe en France? Oui. Donc, entre la France et la Russie, depuis 2015, il existe un accord de l'équivalence des diplômes qui ne concerne que les diplômes médicaux. Donc, les sciences de la santé, les diplômes dans le domaine de la santé, que ce soit la santé animale ou la santé humaine, ne sont pas reconnus. Le reste des diplômes sont reconnus sans confirmation quelconque. Voilà, c'est automatiquement. Est-il possible de rester travailler en Russie à l'issue de nos études avec le diplôme russe, les démarches administratives? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Ça, je peux répondre, si vous voulez. Oui. Oui, monsieur Cotier. Alors, la Russie a sorti un décret en 2018 concernant cela, et les étudiants qui sortent avec un diplôme de spécialiste peuvent demander le droit de travailler, de rester en Russie. C'est le permis titre de séjour qui est renouvelable tous les ans. J'ai oublié son nom. Et si vous avez un diplôme rouge, c'est-à-dire que vous avez un diplôme avec excellence, à ce moment-là, il y a une procédure accélérée et vous passez directement au VNG, qui est un titre de séjour permanent.
Et à l'issue d'1 an de VNG avec le diplôme rouge de mémoire, vous pouvez demander à la nationalité russe. Et je peux même rajouter que depuis 2021, ça doit être février 2021, si on demande la nationalité russe, on n'est plus obligé de renoncer à notre nationalité d'origine. D'accord, merci. Bon, est-ce que nous avons répondu à vos questions? Alors, merci. Merci, Monsieur Cotier. Oui, je vois la main de Monsieur Serge Tamayou. Est-ce que, Владимир Анатольевич, можете дать слово, пожалуйста, Serge Tamayou? Oui, monsieur, on vous écoute. Monsieur Tamayou, on ne vous entend pas, le micro est coupé. Oui. Et là, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. J'ai lu un article comme quoi, avec le 7e paquet des sanctions, il ne sera pas possible d'emmener des euros en Russie. Est-ce que vous avez entendu parler de ceci? Alors pour le moment, il n'y a rien de décidé. Et l'interdiction de transfert d'argent entre la France et la Russie est illégale. C'est l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il interdit aux États membres d'empêcher les transferts d'argent entre États membres et entre les États membres et les États tiers. Donc toutes les décisions de la Commission européenne et des États dans ce sens sont complètement illégales. Parce que comme je dois me rendre en Russie normalement au mois d'octobre pour amener de l'argent à mon fils, donc voilà, donc si jamais je ne peux pas amener des euros, à ce moment-là, est-ce que je pourrais amener une autre devise qui me permettra de… Bon, je pense que c'est… Non, mais vous pourrez quand même aller en Russie avec les euros. Vous ne pourrez peut-être pas le transférer par quelques moyens. Vous aurez toujours le droit pour les causes personnelles de revenir ou de venir en Russie avec les euros. D'accord. Bon, ben, tant mieux. Merci. Voilà, merci à vous. Alors, la date de rentrée du 1er octobre est-elle commune à toutes les universités? S'il s'agit des années préparatoires, je crois que oui. C'est bien ça? 1 октября для всех подфаков правильная дата начала. 1er septembre. Oui, à l'Université fédérale de Kazan, généralement, les cours commencent en septembre. En septembre. Ça, c'est les cours essentiels. Ici, il s'agit de l'année préparatoire, à PADFAC. Oui, j'ai parlé de PADFAC. Ah, c'est pareil, le 1er septembre. Alors, au début de septembre. Voilà, donc ça dépend de l'université. Merci de vous approcher de votre université pour poser la question. Bonjour, à l'université de Saint-Pétersbourg, le cours préparatoire a commencé le 1er septembre. Pareil. Alors, voilà, c'est pas du tout pareil partout. Donc, il y a parfois le 1er octobre et parfois le 1er septembre. Il faut vraiment demander à l'université. Le diplôme de MGIMO, oui, parce que ça fait pareil, ça fait partie de l'accord de 2015. Oui, MGIMO, comme ça ne fait pas partie de la santé, ce sera reconnu. Alors, serait-il possible d'avoir des pistes, des noms d'organismes d'assurance? Oui, mais il y a un lien. Il y a un lien en haut. C'est M. Sivitsky qui nous a envoyé gentiment le lien sur le site de la HSE. Je pense que même si vous n'êtes pas étudiant de cette université, vous pouvez profiter de cette information. Donc, regardez un peu en haut pour voir ce lien. Ah voilà, merci Raman, ça a été renvoyé. Oui, monsieur Koulibaly, дайте, пожалуйста, слово.
Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné 600 euros. J'ai mal compris, c'est 600 euros par mois ou c'est 600 euros pour le fait de venir, etc., le temps de s'implanter, etc. C'est ça le mot, c'est vraiment 600 euros par mois. Donc, c'était l'appréciation de Hugo Cavit qui dépense à peu près 35 000 roubles par mois, ce qui fait 600 euros maintenant au taux de change actuel. Hein. Donc, c'est 600 euros par mois pour vivre sans compter la location du logement. Mais si vous êtes à l'université, ce ne sera pas cher. Est-ce que quelques universités peuvent dire à peu près le coût du logement par mois? Может быть, МГЛУ? Кстати, дальше. Есть у вас какие примеры? Сколько стоит примерно общежитие в месяц? Или есть разные? У нас стоит место в общежитии 1600 рублей. В месяц? В месяц, да. Место в общежитии. А это сколько мест в комнате? Там блок, комната на двоих, комната на троих и туалет в ванной. Donc voilà, un appartement pour 5 personnes avec les toilettes partagées pour 5 personnes et vous vivez soit à 2, soit à 3, coûte 1600 roubles par mois, c'est vraiment rien. D'accord. C'est vraiment rien, c'est 26 euros par mois. D'accord, ok, parfait, très bien. Si je peux voilà, rajouter... mais ça, c'est pour l'université linguistique. Il y aura d'autres peut-être. Est-ce que quelqu'un... Университет, может быть, еще примерно назвать цены на жилье? Ok. À l'Université fédérale de Kazan, ça sera presque 700 roubles par mois. Donc, ça fait environ, j'ai calculé, 56 euros par mois. Mais c'est une chambre pour 3 personnes. Voilà, 3-4 personnes à Kazan pour 700 roubles par mois? Oui, 700. Voilà, encore moins que ça. C'est pour les boursières. C'est pour les boursières. Pour les boursiers. Est-ce qu'il y a il y a plusieurs types, est-ce qu'il y a de différents types de résidences où tout le monde vit plus ou moins de la même façon? Je veux dire, est-ce qu'il y a par exemple une résidence plus rénovée qui coûte plus cher ou pas du tout? Chez nous, oui, il y a, mais généralement, les boursiers reçoivent les chambres dans l'universiade. C'est comme un complexe moderne. Et voilà, mais malheureusement, on ne peut pas donner les chambres pour 2 personnes, c'est juste pour les étudiants qui font doctorat chez nous. Donc, ça sera une chambre pour 3-4 personnes avec une toilette partagée et la cuisine partagée aussi. D'accord. СПБГУ, comment ça se passe chez vous? У нас стоимость общежития начинается от 400 рублей в месяц для студентов бюджетной формы обучения. И до скольки? Какие есть еще варианты? Если студент бюджетной формы обучения, то это около 400 рублей в месяц. Да? Если это студент по договорной основе обучения, то до 1500. Donc, 400 roubles par mois pour une place à la résidence universitaire à Saint-Pétersbourg. C'est l'université de Saint-Pétersbourg. Et c'est combien de personnes par chambre, à peu près? 4 человека. 4 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres solutions est-ce qu'on peut payer plus et choisir une chambre à 2 ou à une seule? Есть общежития разного типа, есть общежития комнатного типа, есть общежитие коридорного типа, но распределение в общежитие происходит, так скажем, случайным образом. D'accord. Voilà, d'accord. On ne peut pas demander, le coût est pareil pour toutes les résidences. On ne peut pas choisir, on est distribué d'une façon aléatoire. D'accord. Est-ce qu'il y a HSE? Comment ça se passe chez vous? Oui, chez nous, c'est plus ou moins pareil, mais
donc, il y a quelques détails à ajouter, je pense. Donc, oui, aussi, les étudiants sont distribués d'une manière aléatoire ou par hasard. Donc, personne, parce que ça se fait par une machine. Donc, il n'y a pas de facteur personnel ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un truc après, donc, par exemple, dans quelques mois, on peut échanger parce que il y a les groupes dans les sources sociales, VK, donc, qui représentent les résidences universitaires. On peut faire un échange des chambres. Donc, en ce qui concerne les prix, donc, ils sont divers. Donc, ça commence à 700 roubles, je pense. Et donc, le plus cher, c'est la résidence de doctorat, c'est 1900 roubles par mois. Donc, les chambres sont plus ou moins modernes. Donc, je peux parler un peu sur une résidence où la plupart des nouveaux étudiants sont distribués. C'est la cité universitaire, le campus de Dubki. Ça, un peu à l'extérieur de Moscou. Donc, mais le transport est assuré. Donc, oui, c'est un peu long. On peut consulter le site pour avoir une idée, mais le transport est assuré. Et ici, c'est comme ce sont les appartements, pas les chambres, mais les appartements. Et les étudiants partagent l'appartement. Par exemple, il y a un appartement de 3 chambres et il y a, par exemple, 2 ou 3 étudiants dans une chambre. Donc, d'accord, c'est pareil. Oui, c'est une façon quand ça se passe à Dubki. Et à Dubki, il y a, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 000 places. Donc, c'est un lieu de priorité où les nouveaux étudiants sont distribués à Moscou. Parce que oui, à HSE, il y a aussi le campus à Saint-Pétersbourg, à Perm et Nijni. Mais bon, là, on n'a pas de candidature. Est-ce que quelqu'un des étudiants qui sont là, peut-être pas forcément ceux qui ont pris la parole, parce que je pense que vous mettez tous les appartements, quelle est la qualité générale des logements proposés par les universités? Est-ce qu'un étudiant français peut répondre, quelqu'un qui vit à la résidence universitaire? Moi, je vis en appartement, mais j'ai demandé, enfin, j'étais curieuse, du coup, j'ai demandé à d'autres étudiants qui, eux, vivent en résidence universitaire comment ça se passait. Et oui, alors généralement, c'est des lits, enfin, pour l'université d'État de Saint-Pétersbourg, c'est des lits d'une place dans une chambre d'environ 4-5 personnes. Donc, comme ça a été dit avant, toilette, salle de bain et cuisine commune. Par contre, donc de ce que j'ai entendu dire, c'est que souvent il y avait des cafards. Pas parce que c'est sale, c'est juste que c'est des vieux bâtiments. Et souvent tout ce qui était ascenseur et électricité, souvent ça ne marchait pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Après, je ne vis pas en résidence universitaire, donc voilà. Je ne suis pas. Est-ce que quelqu'un vit dans une résidence universitaire? Il peut partager l'expérience. Oui, je peux. Ah oui, oui. Alors, quand j'étais à Arzen, j'étais à la résidence universitaire et donc c'était des chambres de 2-3. Donc, c'était 2 chambres avec un petit hall et la salle de bain pour les 2 chambres. Alors, donc, les chambres, c'est 2, 3 ou 4 personnes. Donc, ça fait la salle de bain pour 8, la cuisine commune. Et le prix, c'était autour de 6 000 roubles par mois. Et chaque jour, on avait la femme de ménage qui passait faire le ménage. Ici, à Moscou, au rue d'N, donc quand on arrive, on est jeté dans un bloc 15, c'est un petit bloc d'attente où ils attendent qu'on
à l'époque, mais je pense que c'est toujours le cas, où ils attendaient qu'on ait les résultats du Covid avant de nous mettre dans le reste des bâtiments universitaires. Et quand on changeait, ils nous demandaient quels étaient notre budget pour l'hébergement. En fonction du budget, on était dans tel ou tel bâtiment. Donc, ça commence aux alentours de 1000 euros, de 1000 euros, 1000 euros, pardon, je crois. Et donc, c'est des chambres communes avec des lits superposés, avec toilettes communes, les douches communes, la cuisine en commune. Et ça va jusqu'à, par exemple, moi là, je suis dans une sorte de mini-appartement où on est 4 et c'est 7000 par mois. Et donc, on a notre cuisine juste pour nous, on a notre balcon donne sur l'université plein sud, assez agréable le matin. On a notre salle de bain commune, commune à nous 4, je veux dire, une toilette à nous 4, et il n'y a que nous dans le petit appartement. Donc, les prix sont vraiment variables en fonction de la qualité. Au niveau, ici, on a Internet sans problème, l'électricité, il n'y a aucun souci. Et il y a des rénovations régulièrement. Merci beaucoup. Merci. La question à la HSE, parce que c'est de la part de Paul Sevestre, est-ce qu'il y a des coopérations académiques internationales? Si on fait un doctorat chez vous, est-ce qu'il est possible de partir à l'étranger? Et dans quel pays alors pour un échange? Oui, donc ça dépend du programme. Donc, comme je comprends, il s'agit des écoles doctorales pour les études de troisième cycle. Oui, c'est possible. Moi, donc, comme j'ai déjà dit, je suis aussi étudiant du troisième cycle et même chez nous, il y a des programmes de double en anglais, on s'appelle de double degree. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et aussi, il y a des échanges, peut-être pas sous la direction d'Erasmus, parce que maintenant, comme je sais, Erasmus, ça ne fonctionne pas, mais il y a les liens directs, les contrats et les accords directs de coopération des programmes avec les universités en Europe, en Asie. Donc, comme je sais, on peut consulter notre site, il y a les nouvelles. Quand il y a certains étudiants qui vont partir cet été-là par exemple en Angleterre ou en Allemagne pour l'école d'été ou pour un échange. Donc, la meilleure solution est de consulter le bureau de programme parce que chaque programme a des, comment dire, les accords séparés, les accords personnels avec les universités à l'étranger. Donc, et en ce qui concerne les résidences, en ce qui concerne du partage d'expérience, je peux partager la mienne parce que moi, en tant que l'étudiant de doctorat, je suis aussi logé à la résidence universitaire. Et cette résidence de doctorat est aussi pour les étudiants étrangers. Il y a oui, aussi les Européens aussi qui sont logés chez nous. Notre résidence universitaire est située à sud-est de Moscou, 20 minutes par métro du centre-ville. La résidence s'est renouvelée il y a, je pense, il y a 2 ans ou 1 an. Donc, il y a dans la chambre, les salles de toilette et les salles de bain sont dans la chambre. Les chambres sont pour 2 personnes. Et les cuisines sont communes au corridor. Donc,
tout est moderne. Donc, il y a le frigo dans la chambre, il y a toutes les chambres sont bien équipées. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses d'amener chez vous, avec vous. Merci, c'est une précieuse information. Alors, il y a une question. Pour les étudiants déjà sur place, quelle est l'ambiance générale et l'attitude vis-à-vis des Français et autres Européens? Marco, on dirait. J'ai toujours été très bien accueillie. Tous mes professeurs sont très enthousiastes, même à l'idée d'avoir une Française dans le groupe, parce que ce qui concerne mon programme, je suis la seule étudiante française et la seule étudiante européenne, parce que tous les autres étudiants sont de nationalité chinoise ou coréenne. Du coup, à chaque fois, j'ai jamais eu aucun de problème. L'attitude est toujours très accueillante, très enthousiaste. Vraiment, j'ai rien à redire sur ça. Tout est parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient en parler de votre expérience? Quelle est l'attitude des Russes envers vous? Si je peux témoigner, Oui. je rejoins Margot sur le fait que les professeurs sont très accueillants et ils sont aussi très compréhensifs. Donc, parfois, on peut avoir certaines lacunes parce que, par exemple, si on est étudiant en France, on n'aura pas forcément les mêmes compétences en obtenant le baccalauréat que des étudiants russes. Ce qui fait que parfois, ils comprennent qu'on ait quelques lacunes et ils nous aident là-dessus. Et inversement, nous, on peut apporter aussi certaines compétences aussi. Donc, de ce point de vue-là, ils sont très compréhensifs, ils sont très tolérants et ils aident beaucoup les étudiants à acquérir des connaissances. Avec les étudiants, ça se passe également très bien. Ils sont très ouverts, très communautaires et c'est toujours très agréable d'échanger avec eux, de pouvoir travailler avec eux aussi parce qu'on a parfois des projets, des travaux en groupe et ça se passe toujours très bien et donc c'est un gros avantage aussi d'étudiants aussi, c'est d'être très bien accueilli sur place. Merci beaucoup. Ok, merci. Bon, je ne vois plus de questions. Je propose donc, encore une dernière fois, alors si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on va peut-être... Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que sur certaines dépenses, la TVA peut être restituée aux étrangers, comme c'est le cas en Europe, par exemple, quand des gens hors Europe viennent? C'est un peu comme question, bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste comme ça. Oui, je peux répondre si vous voulez. Ah oui, d'accord. Il y a tous les produits russes, enfin qu'on achète en Russie, on peut récupérer des taxes si l'on rentre en France dans les 3 mois qui suivent. Ça, ils le font dans plein de centres commerciaux, il n'y a pas de souci. Pour ensuite, de France en Russie, ça marche aussi, mais la Commission européenne a mis des restrictions dessus. C'est-à-dire que tous les produits électroniques de plus de 750 €, la réexportation est interdite, c'est pas la peine de demander la détaxe. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et il est plus intéressant d'acheter actuellement, il est plus intéressant d'acheter en France qu'en Russie à cause de la chute du prix de l'euro. C'est-à-dire que si vous achetez un produit qui était si actuellement vous achetez un produit russe qui a été importé, il vous faudra beaucoup plus d'euros pour avoir la même somme en roubles qu'avant. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'acheter en France. D'accord, donc tout ce qui est produits électroniques, etc., même vêtements, j'imagine, ce genre de choses, c'est mieux d'amener tout de France. Comme ça, on est plus. Ouais. D'accord. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, il y avait une question, je l'ai omise. Il y avait une question sur l'achat des vêtements chauds.
où est-ce que vous avez acheté les vêtements chauds? Est-ce que vous êtes venu avec ou vous êtes acheté sur place? Ce que je conseillerais, c'est d'acheter sur place parce que les vêtements chauds qu'on a en France ne sont pas les vêtements chauds pour le froid russe et l'hiver russe. Du coup, je vous conseille vraiment de ne pas vous embêter, de ne pas vous encombrer avec des pulls ou des grosses chaussettes. Vous encombrez pas avec ça dans vos valises, achetez tout en Russie et après tous ces vêtements chauds, tout ce qui va être collant thermique, vêtements thermiques, ça se trouve très facilement, même dans les magasins, dans les grandes surfaces, dans les rayons de vêtements, on peut trouver des collants histoire de dépanner. Sinon, après, il y a des magasins exprès pour les vêtements thermiques dans les centres commerciaux, donc c'est très facile à trouver. Et au niveau des prix, je me souviens plus du prix exact, mais les prix étaient totalement corrects et convenables. Du coup, voilà, je vous conseille d'acheter sur place. Bon, quand même, venez avec quelque chose. Hein. Venez pas vraiment sans vêtements. Il faut avoir quelque chose déjà dès le début parce que vous pouvez venir en septembre ou en octobre, surtout si ce n'est pas Moscou, Saint-Pétersbourg, mais disons Ekaterinbourg ou une autre ville. Donc, vous devez déjà être prêt à ce qu'il fait déjà assez frais. Donc, venez avec quelques vêtements chauds que vous avez déjà. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Est-ce que les universités ont quelque chose à rajouter? Со стороны университетов есть ли какие-то, может быть, дополнения, что вы хотели обязательно произнести, сказать сейчас? Нет, да? Bon, je crois que c'est bon. Je crois que c'était pas mal. Nous avons eu pas mal de questions. Merci donc à ceux qui sont venus et merci bien sûr aux intervenants. C'était très très important pour les nouveaux venus. À chaque fois c'est un peu comment dire, frustrant cette nouveauté, surtout un pays qui quand même diffère pas mal de la France. Voilà, donc merci beaucoup et en espérant de voir tous dans les universités russes, voilà, tous ceux qui l'ont prévu. Bon, merci, bonne journée à vous. Спасибо и до свидания. Спасибо. До свидания. Хорошего дня вам. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Спасибо, до свидания. Merci, bonne journée.